Aujourd'hui, je reçois le Hunter. Le Hunter n'a pas peur. Le Hunter est recordman du monde de biceps curl. Le Hunter est champion de développé couché. J'aime autant vous dire que le Hunter, il a des tonnes de trucs à nous apprendre sur la charge mécanique. Ce Hunter, vous avez deviné, c'est Baptiste Marchais. C'est parti pour l'épisode. Dans une première partie, on vous explique pourquoi le biceps curl est un mouvement fonctionnel. Et oui. Dans une deuxième partie, on vous expliquera comment durer dans les mouvements de force, surtout dans des mouvements particulièrement traumatiques comme le développé couché ou le biceps curl. Mais restez bien avec nous jusqu'à la fin parce que Baptiste va nous livrer ses secrets de récupération, ses secrets de prévention, ses secrets de performance. Il lâche toutes les infos. C'est parti pour l'épisode. Et je reçois donc Baptiste Marchais. Salut Baptiste. Et salut. Deuxième, on peut le dire, Et deuxième essai, deuxième tentative, on a eu quelques soucis à la une semaine semaine, passée. à une semaine de différence. Le truc improbable, shutdown de ma box, c'était pas le moment, c'est pas grave, on revient, plus motivé C'est que vrai que jamais. pas d'internet, c'est un peu le problème insolvable. Quand tu fais Ah, du contenu sur les réseaux, c'est un peu la base quand même d'avoir une connexion internet. Là, on pouvait pas s'en sortir là. ouais, d'ailleurs, même quand que tu fasses du contenu ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu n'as plus d'internet, c'est Ouais, vraiment la loose, hein. bien Tu peux sûr. plus Ouais, rien ouais. faire, quoi. Bah, tu sais, Tu, pour moi qui vis vraiment au milieu de nulle part, Starlink, ça a changé énormément de choses pour les gens comme moi. ah ouais, c'est Parce clair. qu'avant, moi là où je vis, c'est pas possible d'avoir une connexion internet, tu vois. Donc, t'avais un petit peu de réseau téléphonique, tu vois, genre 4G moins, quoi, mais vraiment quasiment rien. Et là, maintenant, avec Starlink, tu peux vivre vraiment dans le trou de balle du monde. T'as 200 mégas par seconde. C'est fou, quoi. C'est fou. Alors, dans le trou de balle du monde, il y a plusieurs soucis qui peuvent se poser sur la technologie, mais aussi sur l'entraînement. On va en parler. Ouais, Puisque pour ceux qui ne connaissent pas Baptiste, et c'est la raison pour laquelle on est aussi en. Il n'est pas dans le studio avec moi, c'est qu'il est au Texas. exactement. Qui n'est pas le trou de balle du monde, hein. Je tiens à préciser, c'est vrai que Pour ça le paraît coup, très pas irrespectueux. franchement, C'est non. parce que je vis au milieu de la campagne texane et comme il y a une faible densité de population, tu peux très vite être isolé, quoi. Tu sais, c'est un peu comme l'Australie, tout ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et alors, donc pour ceux qui connaissent pas Baptiste, évidemment, on n'est pas là pour parler de réseau champêtre, on est là pour parler d'entraînement parce que vous le connaissez peut-être pour ses performances en développé couché. Si vous le connaissez de manière plus récente, vous le connaissez peut-être pour ses performances en biceps curl, qui est un sport de compétition un peu méconnu encore et qui nous intéresse au plus haut point, puisque vous le savez, quand j'ai l'occasion d'en parler, j'aime bien dire que le biceps curl est un mouvement fonctionnel. En tout cas, c'est un des mouvements préférés dans les salles de musculation, avec le développé couché bien entendu. Un mouvement de bonhomme, hein, on aime bien faire ça, nous autres les hommes, on aime bien avoir des gros bras, on aime bien pousser fort, on aime bien tirer lourd, et forcément, on en arrive là assez vite. Du coup, je suis assez persuadé que tout le monde sera très intéressé par ce que tu as à dire sur le sujet, et tu as plein de trucs à dire parce que, en l'occurrence, tu es champion du monde, hein, t'es Alors, le j'ai plus pas été fort. champion du monde. J'étais record du monde. Mais Ah j'ai pas été pardon, champion du monde. je pensais que c'était l'inverse, j'ai mal préparé Non, mon épisode. non, je suis record du monde pour ma catégorie de poids, pour les moins de 100 Encore kilos. mieux, record du monde, c'est lui le plus fort dans sa catégorie de poids, voilà. Quand il faudra porter un truc lourd. En termes de portage de caisse de champagne ou de sac de patates, le mec est injouable. Ça va, je me débrouille. Voilà, donc vous le connaissez peut-être peut-être par son parcours en force athlétique, mais rappelle-nous un peu les grandes lignes quand même, ça nous intéresse de faire une petite mise au point rapide. Ouais, c'est vrai que moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait que des sports de force et que du spécialisé. J'ai pas que fait un peu le circuit classique où tu fais de la musculation ou peut-être du culturisme ou tu vois, et puis après tu commences à vouloir faire du power ou quoi. Moi déjà quand j'ai commencé, c'était avant vraiment l'avènement des réseaux sociaux dans le sport. Tu vois, quand j'ai commencé, il y avait que Facebook. Et puis, c'était pas encore. Ouais, c'était pas développé comme aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, la force athlétique, le powerlifting, c'était pas du tout à la mode. C'est vrai que moi, j'ai commencé jeune. J'ai commencé à 16 ans. Et à 16 ans, j'étais le plus jeune de ma salle. Il n'y avait pas d'autres mecs de 16 ans qui allaient à la salle de muscu. Ça n'existait pas à ce moment-là. Et en compétition, j'étais quasiment tout seul dans les juniors, à part en international, tu vois. Mais sinon, les seuls mecs qui venaient en compétition en sub-junior, c'était des mecs qui étaient genre des fils de personnes qui étaient déjà dans la force athlétique, tout ça, tu vois.
Donc en fait, moi j'ai commencé, je suis allé dans une salle de musculation à la base pour rien avoir, juste parce que je faisais de la boxe, mais en loisir, et que je voulais juste, enfin tu sais, j'avais vu un kiné qui m'avait dit, tu sais, ce serait bien, comme j'étais assez athlétique, il m'a dit, t'as déjà une bonne base, ce serait bien que tu te muscles et tout, pour les chocs sur tes articulations, tout ça, ça t'aiderait. Donc je suis allé dans cette salle de muscu comme ça, et j'ai découvert des mecs qui faisaient des compétitions de force, et notamment de développé couché. Et en fait, c'était la révélation, tu vois. En fait, Ah ouais. je connaissais pas, parce qu'avant, comme je t'ai dit, il n'y avait pas les réseaux, tout ça. Donc en fait, si tu n'étais pas exposé, tu connaissais, c'était juste pas connu la force athlétique en France, tu vois, le powerlifting. Donc j'ai découvert ça, j'ai dit, ah, mais ça existe, mais c'est trop bien, c'est ça que je veux faire. Et j'ai eu beaucoup de chance. Il y a un mec de ma salle qui m'a dit, bah, si ça t'intéresse, moi, je sais pas si tu connais, il y a un mec qui s'appelle Didier Michelon, et je m'entraîne dans une autre salle de sport où il s'entraîne. Et Didier Michelon, qui serait je pense, un super intervenant à avoir dans ton émission, c'était à l'époque le numéro un du développé couché en France. Il a été presque 40 fois champion du monde. Enfin, C'est vraiment, énorme, incroyable. c'était le monstre, quoi. Et alors, moi, je le connaissais du coup, parce que je regardais, tu sais, sur Internet, dans les magazines, sur Internet, des vidéos YouTube, tout ça. Je connaissais de nom. Donc, j'ai eu la chance d'aller le voir. Et à l'époque, comme je t'ai dit, comme il y avait peu de jeunes passionnés, tout ça, lui, ça l'a plu. Il m'a entraîné gratuitement. Parce qu'à l'époque, il m'a dit, moi, si tu veux, je t'entraîne et tout. Et puis, je lui ai dit, mais j'ai pas les moyens, tu vois, de me payer un coach. Il m'a dit, non, moi, je t'entraîne gratuitement. La seule condition, c'est que tu fasses de la compétition. Et du coup, il m'a entraîné et j'ai fait championnat de France, championnat d'Europe, sub-junior au bout de 2 ans. J'ai été champion d'Europe, donc teenager, en développé couché. Et finalement, j'ai fait du développé couché pendant 12 ans en compétition, jusqu'à Eh, battre. c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Il a senti la biste arriver. Il s'est dit, oh, et, pétard. et ben, je vais te dire un truc qu'il a fait. Et toi qui connais le milieu du coaching et qui connais ce milieu-là, je suis sûr que tu vas te rendre compte à quel point c'est un grand monsieur. Parce que en 2020, j'ai battu le record de France non, pas en 2016, pardon. En 2016, j'ai battu le record de France de développé couché de ma catégorie all-time, tu vois, toute fédération Ok. confondue. J'ai fait la meilleure barre de tous les temps pour ma catégorie de poids française. Et c'était en 2016. Donc, lui, il m'avait pris, j'étais rien du tout, tu vois. Il m'a amené jusque-là. Et bah, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, là, tu es arrivé au maximum de ce que je peux t'apprendre. Maintenant, il faut que tu ailles chercher un coach au-dessus de moi, tu vois. Et ça, il n'y a pas grand monde qui l'aurait fait, hein. Parce que normalement, tu vois, quand tu entraînes un mec, tu vois, tu veux profiter après une fois qu'il cartonne. Lui, ça lui faisait beaucoup de pub pour ses coachings et tout. Il y a beaucoup de choses de coachs qui auraient profité. Et lui, il a eu l'humilité, tu vois, de me dire, il faut que tu ailles chercher un coach américain, etc., pour pouvoir aller plus loin. Et c'est lui qui m'a dirigé vers Josh Bryant, qui est le plus grand spécialiste au monde du développé couché, reconnu partout, hein. C'est vraiment le mec qui a écrit la Bible du développé couché. Vraiment, il entraîne tous les meilleurs au monde. Et qui était au Texas, justement. Il m'a envoyé vers lui, le mec m'a pris sous son aile. Après j'ai pu continuer et améliorer mon record plusieurs fois. Et donc, c'est d'ailleurs la raison qui m'a amené au Texas la première fois, pourquoi je vis au Texas maintenant. Donc, tu vois, c'est toute une suite de choses. J'ai arrêté en 2020 le développé couché. J'ai rien fait pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, ça me manquait beaucoup trop les sports de force, tu vois. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien reprendre tout ça, mais j'avais pas envie de reprendre le développé couché parce que je savais que j'allais reprendre si loin de là où je m'étais arrêté, tu sais. Ah, c'est frustrant, ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas possible. Et il y a ce sport, le strict, donc ça s'appelle le strict curl en compétition. Il y avait ce sport, le strict curl, qui est devenu très très populaire en Russie et qui commence à devenir bien populaire aux États-Unis. Dans le bloc de l'Est, c'est vraiment très populaire maintenant. Et ça commence à devenir pas mal populaire aux États-Unis et doucement en Europe, du coup, bah, tu sais, ça suit son cours, quoi. Et je me suis dit, bah, tu vois, ça me plaisait parce que moi qui venais d'un truc très très spécialisé, vu que moi j'ai fait que du développé couché toute ma vie. Tu vois, donc vraiment, je me suis entraîné, j'ai 12 ans d'entraînement pour un mouvement. Je me suis jamais entraîné pour rien d'autre. Donc j'aimais ce côté ultra spécialisé. Le strict curl, c'est quasiment encore plus spécialisé. Tu vois, tu réduis encore plus l'angle de tir. J'ai trouvé ça bien. Et mon background de bencher me donnait quand même des aptitudes pour ça. Donc, je me suis mis là-dedans. J'ai pris un coach, très très bon coach, Leroy Walker, qui est l'ancien all-time world record de strict curl. Donc, tu vois. Et voilà quoi. Et donc, j'ai fait ça. Je fais ça maintenant en compétition. Et maintenant, c'est ma nouvelle, c'est ma nouvelle passion dans les sports de force. Hyper intéressant parce que c'est une bonne manière de revisiter ce qui nous fait vibrer dans une discipline que de changer aussi
changer j'ai pas envie de dire sous-discipline parce qu'il n'y a pas de sous-discipline, mais enfin de Non, discipline bah ouais. interne à la discipline, quoi. C'est Et vraiment comme un mec qui aurait fait du lancer de javelot toute sa vie, puis un jour il se dit tiens, je vais faire du lancer de poids, quoi. ouais, C'est, ouais, ouais. tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Alors, ce qui est drôle, c'est on peut embrayer tout de suite sur les transferts parce que quand même, on a coutume de dire qu'à la fin de l'histoire, quelqu'un qui est fort en bench, ça reste quand même quelqu'un qui est fort en pec, en deltoïde, en triceps. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les biceps sont quand même partie prenante dans le contrôle de ta charge. Voilà, un gros stabilisateur du bench. Moi, j'ai beaucoup travaillé mes biceps pendant ma carrière en bench, mais je les ai travaillés en très très spécifique au développé couché. C'est-à-dire que je travaillais quasiment que en négatif, tu vois, et que avec une prise neutre qui correspondait à la prise de ma barre. Enfin, du coup, ça serait, par rapport à comment c'est passé, on va dire que c'était neutre, mais disons que c'était une prise en pronation, tu vois. Enfin, vraiment, donc très très adapté à ce que moi je faisais, quoi. Mais du coup, je l'ai travaillé quand même, moi. Et, et une base hyper fonctionnelle en fait, hein. Moi j'ai coutume de dire que le biceps curl est un mouvement fonctionnel, au même titre que le squat, au même titre que le soulevé de terre. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. La première, c'est que selon moi, ce qui est fonctionnel, c'est d'abord basé sur les chaînes fonctionnelles de Myers. Et dans les chaînes fonctionnelles de Myers, il y a, il y a évidemment la chaîne antérieure des bras et la chaîne postérieure des bras aussi d'ailleurs. Et donc déjà dès le départ anatomiquement, c'est correct que de le dire. Mais je crois que tu partages mon point de vue et j'aimerais entendre ta définition de l'entraînement fonctionnel. Bah, du coup, moi, je prends, on va dire, le raisonnement dans l'autre sens. C'est-à-dire, moi, je m'entraîne pas pour être fonctionnel. Je Ah non. m'entraîne Ouais. pour mon mouvement. Et la conséquence, entre guillemets, c'est que ça, dans la vie de tous les jours, je vois la fonctionnalité, on va dire, je sais pas si on peut dire ça en français, mais tu vois, du mouvement. Comme à Tu prends l'époque le comme à problème à l'époque du l'envers. développé Ouais. couché. Exactement. C'est un peu, d'ailleurs, le même principe qu'avec l'hypertrophie. Mm. Moi, je n'ai jamais de ma vie travaillé pour l'hypertrophie. J'ai jamais fait un programme d'hypertrophie de ma vie. Et pourtant, j'ai quand même un physique hypertrophié, entre guillemets, même si, mais du coup, je suis complètement, C'est pas j'ai- l'objectif final, mais il se trouve oui, que ça va dans le package. alors j'ai aucune. Excuse-moi, je perds mes mots en français. Je suis désolé quand c'est comme ça, mais à force de dire Syndrome tout en Jean-Claude Van anglais. Damme, ça s'appelle. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Comment on dit quand on est proportion. Oui, non, c'est pas proportionnel que je cherche. Comment on dit quand on a un physique pareil de tous les côtés, tu sais. Homogène, Ouais, proportionné, ouais. proportionnel. Ouais, non, c'est ouais. Je voulais dire un truc par. Ouais, bon, je sais plus. Bon, excuse-moi. Voilà. Équilibré. Ouais, voilà. Mais j'ai aucun. Voilà, mon physique, il est déséquilibré totalement, évidemment, puisqu'il est très spécialisé. Mais ça n'empêche que l'hypertrophie, ça reste une conséquence. Et donc, le côté fonctionnel, c'est aussi une conséquence. Et oui, moi, je le vois dans la vie de tous les jours. Déjà, la première chose, c'est que dans l'entraînement pour le strict curl, il y a une énorme partie de grip et de contrôle du poignet. Et ça, le grip et le contrôle de ton poignet, c'est le premier facteur limitant de la force. La plupart des gens, ils vont avoir la force de soulever un objet ou de tirer un objet, mais en fait, ils n'ont pas la force de la gripper. Donc, c'est ça qui va limiter. Ou alors, ils vont avoir la force de soulever quelque chose. Attends, je vais être en face de la caméra. Mais en fait, le poignet casse, tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait lâcher la charge. Donc, comme il y a un énorme travail de ça, bah déjà, ça, forcément, le jour où tu dois soulever, tu l'as dit, hein, un sac de patates, un carton, n'importe quoi à hauteur, eh ben là, directement, ça t'aide énormément parce que tu la grippes et parce que tu contrôles ton poignet, ça reste droit. Donc moi, je le vois, pour donner un exemple très fonctionnel, hein, moi j'ai des ânes, tu sais, j'ai 5 ânes, je décharge la bouffe pour les ânes, les ballots de paille, etc., du pick-up, donc qui est à hauteur. Là, je le vois, ça m'aide énormément. Je ressens plus du tout les charges pareil à bout de bras comme ça. C'est beaucoup, beaucoup plus facile, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que déjà, le grip, c'est quelque chose qui est sous-coté à mort en haute performance, tout sport confondu, hein. Souvent, les gens mesurent pas à quel point c'est un facteur de performance primaire. Mais c'est vrai aussi en sport santé. Et donc, on se rend compte de plus en plus que le grip est corrélé à tout. C'est corrélé, ton niveau de grip, c'est corrélé à ton niveau de forme, par exemple. Tu vois, donc, les collègues du handball, ils ont préparé Tokyo en monitorant le grip de l'équipe de France quotidiennement. Et en fait, quand il y avait Ouais. un décrochage plusieurs jours d'affilée, hop, ça déclenchait un protocole d'alerte. On se rend compte que quand tu fais des protocoles d'entraînement du grip sur des gens qui ont des affections de longue durée, comme l'hypertension par exemple,
eh ben, on a des effets positifs. Tu te rends compte que c'est directement lié à la masse musculaire et au vieillissement. Donc en fait, c'est un baromètre de la performance humaine fonctionnelle totale, le grip. C'est C'est ultra sous-coté. C'est pas étonnant parce que c'est pas un muscle, c'est pas des muscles que tu vas pouvoir ultra hypertrophier, donc tu vas pas pouvoir avoir des leviers très forts. Donc ça va être beaucoup une question de quelle impulsion électrique tu vas pouvoir envoyer. Donc ça m'étonne pas que quelqu'un qui est diminué pour n'importe quelle raison, il ait une impulsion nerveuse, tu vois, un flux Mm. électrique qui soit moins puissant et donc directement moins de grippe, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'on puisse corréler les choses avec ça. Ouais. Super intéressant. Donc, premier point de l'usage fonctionnel, en fait, toi, tu inverses un peu mon raisonnement de dire, bah, c'est normal, je suis préparateur physique, donc moi, je cherche l'utilité à ce que je Oui. fais. Toi, tu poursuis une performance et tu observes un certain nombre de conséquences. C'est un peu l'image du mec qui fait du MMA. Du coup, ça implique qu'il est fort en baston, mais à la base, il ne le faisait Ouais, pas forcément pour ça. Ouais, c'est ça. Moi, si c'était inutile complètement dans la vie de tous les jours, je le ferais quand même. Tu vois. c'est ça. Donc, et c'est le même raisonnement pour l'hypertrophie. C'est-à-dire que j'ai un physique hypertrophié sans le chercher du tout. Mais si ça me donnait pas du tout de physique hypertrophié, en fait, j'en aurais pas grand-chose à foutre. Tu vois, c'est pas pour ça que je m'entraîne, moi. Ouais, Tu vois. ouais, je Je comprends. regarde pas dans la glace en me disant ah là, il faudrait que je prenne plus d'épaules. Même si je respecte, hein, j'ai beaucoup de body autour de moi et tout. Hein. C'est juste pas mon truc. Moi, Oui, c'est pas le sujet, oui, c'est pas ton objectif, bien sûr. non, non. Super clair. Du coup, dans l'aspect spécifique, toi, tu le relis beaucoup au grip, ce que je trouve, dans l'aspect fonctionnel, pardon, tu le relis beaucoup au grip, ce que je trouve hyper logique. Maintenant, ce que tu décris comme action motrice, hein, prendre des ballots de paille, ça c'est très concret, par exemple, très fonctionnel, eh ben, pour moi, c'est pas que une problématique de biceps curl. Et donc là aussi, j'imagine que ton entraînement t'amène bien au-delà qu'une simple flexion de coude. Bah déjà, faut bien définir ce que c'est le strict curl. Donc les règles du strict curl en compétition, c'est les pieds à jusqu'à un pied de la plateforme. Donc ça Ok, veut dire jusqu'à 30 centimètres du mur à peu près. En gros, tu as une ligne à 30 centimètres, tu peux avoir ton pied n'importe où dessus, du moment que tu touches la ligne. Donc ça, ok, tu t'adaptes à ta anatomie, longueur de jambe, tout ce que tu veux. Dos contre le mur, fesses contre le mur. Ça doit pas bouger. C'est-à-dire il doit y avoir toujours les deux points de contact, comme sur un développé couché, tu vois, les fesses et le haut du dos doivent être en contact avec le banc. Bah là, c'est pareil, contre le mur. Et tu démarres barre en bas, bras tendus. Donc les bras doivent être entièrement tendus, c'est-à-dire en hyper. J'ai encore oublié le mot, mais tu connais. en extension totale en tout Voilà, cas. voilà, en hyper extension, en extension totale, voilà, en bas. Et tu dois monter la barre, et c'est là où c'est intéressant, jusqu'à au-dessus des épaules. Donc ça implique une flexion, une adduction de l'épaule. Donc c'est un mouvement polyarticulaire. Et je sais que ça peut être surprendre certains, parce que quand on voit un curl, et quand surtout on essaye, généralement, les gens qui essayent de travailler le curl dans un aspect hypertrophique, bah eux, ils vont essayer d'être le plus strict possible, mais ils n'ont pas la même version du strict, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'avoir le coude qui ne soit pas en mouvement, et donc vraiment d'avoir une seule flexion. Donc là, à ce moment-là, c'est monoarticulaire. Mais quand tu fais en strict curl, tu vas vouloir amener au-dessus des épaules, donc à la fin, tu vas avoir une flexion de l'épaule. Et puis, généralement, pour avoir le contrôle de ta charge, tu vas aussi avoir une flexion du poignet pour ramener ta barre vers ton centre de gravité, parce que ça, c'est quasiment le truc numéro un si tu veux réussir ta performance, c'est que si tu vois le mouvement de profil, comment c'est fait, tu comprends qu'en fait, la charge, si elle s'éloigne de toi, c'est foutu. Ton, le truc compliqué, ça va de réussir pendant tout le long de cette ascension à garder un point de gravité vraiment contre toi pour pas te décoller du mur. Donc ça implique forcément une flexion aussi des poignets. Donc tu vois, finalement, il y a trois articulations qui vont agir. Et alors, dans les muscles qui agissent dans le bras, alors attends, il faut que je retrouve en français, c'est donc biceps brachial et coraco. Non, c'est comment ça s'appelle? Ah, Corrado? là, tu as toute la chaîne des bras. J'imagine que tu as le rond supinateur qui est invité. J'imagine qu'il y a t'as le brachial qui est invité. Oui, oui, oui. Je cherche le nom de celui qui. Oui, c'est Corrado Brachial. Brachial. Coraco-brachial. Coraco, voilà, excuse-moi, Ouais, c'est ça. Coraco Brachial, parce qu'en fait, quand les gens pensent à la flexion de l'épaule, ils pensent au deltoïde, etc. Mais évidemment. le biceps, c'est aussi. Le Coraco Brachial est un fléchisseur, enfin, je sais pas si on peut dire un fléchisseur, hein, enfin, de l'épaule, quoi. Donc tu as toute la chaîne, comme tu dis, qui travaille en vérité. Tu vas avoir tous les segments qui travaillent. Plus la prise que tu vas choisir
comme là, encore une fois, on n'est pas dans une volonté hypertrophique, donc on n'est pas dans la volonté de cibler une portion du biceps, etc. Le but, au contraire, ça va être d'avoir le maximum de choses qui travaillent ensemble, d'un point de vue sécuritaire et puis d'un point de vue efficacité. Donc, tu vas essayer d'avoir la prise la plus neutre possible, justement, pour essayer d'inviter tous ces groupes à travailler, quoi. C'est vrai que c'est très très différent du biceps curl, bon, j'ai regardé tes vidéos en compétition Ouais. avant l'épisode. On voit que c'est très très différent en termes de mouvement de ce à quoi on est habitué en pratique musculation, qui est très Et oui. inspiré par bodybuilding, où on est dans l'analytique totale, où le but c'est justement de ne pas inviter le poignet, justement de ne pas mobiliser l'épaule. On te dit que c'est tricher, que c'est pas le bon mouvement. Au même titre que le développé couché, si vous travaillez le développé couché dans une optique de hypertrophie des pectoraux, tu vas pas du tout avoir les mêmes positions, les mêmes leviers que si tu veux être performant. Et quand tu veux être performant, tu veux engager le plus de choses possible, justement. Donc, ce qui est l'inverse de quand tu veux isoler un muscle pour le travailler. Donc, on le voit bien au développé couché, tu vas avoir des prises très écartées, etc. pour isoler ton pectoral. Alors que quand tu vas être dans une démarche de performance, tu vas envoyer un maximum de dos, avoir les coudes serrés vers toi, etc. Bah là, dans le curl, c'est pareil. Moi, j'invite pas les gens à faire du curl comme ça s'ils veulent grossir leur biceps. Par contre, s'ils veulent être performants, s'ils veulent faire un strict curl lourd, oui, bah là, c'est par là qu'il faut aller. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça implique tout de suite, on imagine tout de suite une approche technique beaucoup plus riche que ce qu'on imaginait peut-être au début de l'épisode pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça écarte un petit peu une des inquiétudes qu'il peut y avoir quand on parle du biceps curl. C'est en général, on te dit, bon, en méthodo d'entraînement, la force, c'est pour le polyarticulaire. La Ouais. très haute intensité, 1, 2, 3 reps, Ouais. c'est pour le polyarticulaire. Donc déjà, tu vois, on lève un premier loup. Et ensuite, ça évacue aussi l'idée que, en règle générale, quand tu commences à te faire mal en salle de muscle, c'est quand tu commences à faire des trucs comme ça, du monoarticulaire le plus lourd possible, Ouais, ouais. sans Oui, oui. préparation. Tu La vois, mauvaise idée. Ah ouais. la mauvaise idée, exactement, la Non. mauvaise idée. Mais c'est vrai que si tu juste si tu vois pas le truc et que tu entends juste des concours de curl, ça sonne comme une mauvaise idée. Mais finalement, une fois que tu vois le mouvement, tu vois la méthodologie d'entraînement, finalement, non. Finalement, il y a plus, tu vois, moi, très souvent, le truc qui revient, c'est t'as pas peur de te déchirer le biceps. Bon, évidemment, on peut pas. Enfin, je suis pas Dieu, tout peut arriver. Mais les risques de se déchirer le biceps, ils sont quand même beaucoup plus élevés si vous faites simplement du soulevé de terre que si vous faites en fait ce que je fais finalement. Ouais, bah oui, c'est Et ça, ouais. Ouais. donc finalement, c'est pas. Parce que par exemple, c'est comme tout, il y a beaucoup de façons de chanter les choses. La phase, on va dire, où on pourrait être inquiet pour le biceps, ça pourrait être le tout début du strict curl, puisque tu as les bras complètement détendus. Mais en vérité, dans les techniques d'entraînement, on observe qu'en fait, il y a une espèce de technique de shrug au début pour gagner ses premiers centimètres. En fait, au début, tu vas essayer d'envoyer un impact avec les trapèzes pour que la barre, en fait, au début, prenne une impulsion et que finalement, tu puisses commencer la flexion sans avoir la full charge, enfin, pardon, excuse-moi, la charge pleine, tu vois, dans les mains. Donc, tu vois, Ouais, même sur ces c'est pas choses-là, un départ arrêté, en fait. Il y a une impulsion. tu te donnes une impulsion avec le. Alors, au début, tu dois commencer comme ça, mais au moment où on te dit go, là, oui, tu vas voir qu'il y a beaucoup Enfin, je veux dire, c'est pas de. un départ de biceps curl arrêté. Non, 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 non. Ouais. Bah non, non, tu vas tout de suite Il y a essayer. un premier Encore une tirage, fois, en on est fait, dans une comme en démarche de haltéro. Tu as un performance. premier tirage. Et comme un haltéro, exactement, Mm. comme un haltéro. C'est ça. Tu C'est crées une exactement première ça. inertie. Ah, c'est intéressant. Et du coup, à ce moment-là, toi, quand tu commences à t'y mettre, tu as ces inquiétudes-là ou pas? Tu te dis, putain, Non, parce que est-ce que c'est une mauvaise idée? non, parce que j'ai quand même mon background, je veux dire, je connais la biomécanique quand même sur ce genre de choses, surtout sur les membres sup. Je suis quand même, enfin voilà, j'ai entraîné énormément d'athlètes parce que Mais ça pourrait j'ai presque été athlète, t'inquiéter mais j'ai encore été plus coach parce que tu aussi. arrives tellement fort. Enfin, moi, Alors, tiens, dites-nous en commentaire si vous êtes capable d'estimer, vous, votre max en biceps curl ou pas. Si vous êtes capable d'estimer. Parce que moi, par exemple, je me suis posé la question quand on a commencé à parler. Je me suis dit, mais tiens, c'est quoi mon max en biceps curl du coup? Parce que je fais alors des séries les doigts dans le nez en en strict strict à vraiment, 50 kilos. en strict contre un mur.
Alors, pas aussi strict que ça, en strict muscule Voilà. classique, tu Et vois. bah, je t'assure, en fait, je pense, moi le premier, hein, je pense que quand tu estimes ton max en strict curl au début, tu te surestimes. Et moi le Mais c'est premier. sûr, mais bien sûr. La différence entre. Et je vais te dire pourquoi. Parce que même si tu travailles très strict sans être contre un mur, c'est-à-dire que juste tu ne bouges pas ton buste, en fait, tu déplaces quand même ton centre de gravité pour pouvoir être équilibré dans Mais ton oui, mouvement. bien sûr, Et c'est pas ça, si strict que ça ça, change évidemment. tout. Ça change tout. Dès que c'est sans Bien faire de sûr. balancier, tu vois, mais rien que le fait de pouvoir déplacer comme ça ton corps par rapport à la barre, ça change tout. Et le jour où tu te retrouves contre un mur, bah, tu te sens comme une merde, hein. C'est vraiment. Non, mais J'ai tellement envie d'essayer. ouais, tu devrais. Si tu as, moi, je conseille aux gens d'essayer seulement s'ils ont quand même un niveau suffisant pour pas se blesser, pour pas faire n'importe quoi, parce que sinon ça peut être la mauvaise Ouais, idée. bah, bien sûr. S'ils arrivent à comprendre le mouvement, etc., essayez tranquillement avec beaucoup d'échauffement. Ça a été une première chose qui m'a choqué, c'est que le temps d'échauffement pour ce mouvement, il est beaucoup plus long que ce que je faisais au développé couché ou pour le squat, le soulevé de terre, etc. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est sur des petites sections, etc., des petits muscles, entre guillemets, enfin, l'articulation du poignet, tout, ça, je prends autant de temps pour faire 0 à 90 kilos, on va dire, en curl, que ce que je faisais pour faire 0 à 240 kilos en développé couché. C'est voir même, ça me prend peut-être même plus longtemps en curl, quoi. C'est-à-dire que tu mets beaucoup de temps avant de te sentir vraiment chaud et avant, tu vois, de pas avoir de sensations bizarres. Parce que, mine de rien, c'est bizarre d'avoir autant de charges dans les mains, tu vois. C'est pas courant sur un mouvement comme ça d'avoir des charges au-dessus d'un certain poids. C'est assez, c'est pas très naturel au début, quoi. Hmm. Combien de temps ça t'a pris à commencer à vraiment atteindre des niveaux de performance qui sont comparables à ce que tu faisais? Alors évidemment sans aller jusqu'au record du monde, mais des niveaux de charge satisfaisantes comparables à ce que tu faisais en développé couché, quoi. Alors le truc c'est que dès le début, je pense que j'ai pris de la force évidemment, mais je pense que la première année, j'ai quasiment pas pris de force, j'ai pris que de la technique. C'est-à-dire que dès le début, j'avais énormément de force qui me venait du développé couché, j'avais énormément de force, mais le problème c'est que j'étais complètement perdu dans la technique. Déjà, faut comprendre que le street curl c'est un sport qui est très jeune, donc il y a quasiment pas de littérature dessus encore. Le développé couché, ça a été poncé dans tous les sens, toute la méthodologie ont été analysées, suranalysées, on connaît tout, tu vois, Hmm. aujourd'hui. Donc sur le développé couché, tu connais toutes les approches possibles, etc. Sur le street curl, on est encore en train d'explorer, tu vois, il y a rien quasiment. Donc on est encore dans l'ère de la théorie quasiment. Donc de gens qui vont dire ah, c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Mais il n'y a pas encore eu autant de recherche et vraiment d'analyse du mouvement. C'est pour ça que je pense que les perfs vont exploser hein, dans les années qui viennent et qu'on va avoir les records vont vraiment augmenter, augmenter, augmenter parce que là on est en train de professionnaliser le mouvement. Donc du coup tu te retrouves un peu perdu. Même si j'avais Leroy Walker qui est quand même qui a quand même un gros passif et tout, lui, l'exemple qu'il a, c'est lui-même. Donc sa mécanique, sa morphologie, etc. Tu vois, il n'a pas de la littérature derrière pour expliquer, ok, sur d'autres morphologies, sur d'autres types d'athlètes, comment ça se passe, etc. Donc on était un peu à la découverte tous les deux. Et c'est vrai qu'au début, ma première compétition, en fait, j'ai la force de faire une grosse barre, mais j'ai aucune sûreté de la faire dans le sens où c'est dur à expliquer. Quand j'arrive sur le plateau, je sais que je peux aussi bien réussir que me foirer parce que je peux faire tellement d'erreurs techniques encore que je Ouais. maîtrise pas. Tu vois. La charge, je sais La que je l'ai. motricité est pas encore stable. Ouais. Ah ouais, ouais, il y a plein de choses qui vont pas. C'est-à-dire que ma première année, si tu préfères, c'est la même barre, je pouvais la rater 4 fois d'affilée, la réussir la 5e fois, tu vois. Ce qui est pas le cas dès que tu deviens bon dans un mouvement, etc. Au bout d'un moment, tu sais qu'un max, c'est une seule fois, tu vois, tu peux pas le tenter 2 fois d'affilée. Là, j'en étais un peu là. Donc ça m'a pris du temps. Là maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise déjà. Et je vais continuer, hein, parce que je suis jeune dans ce sport, comme j'ai dit, hein, j'ai commencé récemment, donc ça va m'améliorer. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon expérience des sports de force, parce que mine de rien, il y a pas que, on parle pas que de mécanique et de technique. En fait, il y a tout ce qui va avec. C'est comment aborder ça, comment aborder un entraînement, comment aborder une préparation et tout. Ça, par contre, là, j'ai toutes les clés depuis longtemps. Donc, c'est pas comme si je commençais par ça, tu vois.
Ça m'a Comment beaucoup aidé. monter en charge progressivement, le rapport émotionnel à la charge. Tout ça, C'est, tout ça, tout ça, évidemment. Tout ça, même les soins, comment prendre soin, tu vois, de son corps, comment. Parce que c'est un sport qui est ultra inflammatoire, entre guillemets, hein, évidemment. Hein, tu vois, si tu vois les zones sur lesquelles tu travailles. Enfin, t'as plein de gens qui ont des. Comment à chaque fois. Non, c'est pas périostite. Si, c'est ça. Euh, tu peux avoir des périostites, ouais, bien sûr, ouais. c'est Mais c'est des quoi les périostites? tendinites, tu parles des tendinites, toi, peut-être, non? Non, 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 je parle de, tu sais, quand t'as sur l'os des douleurs le long de Ouais, c'est l'avant. ça, périostite, ouais, ouais, Les c'est ça, périostites, c'est ok, ok, la désolé. gaine, autour de l'os qui se J'ai décolle, la beaucoup de mal périostite. avec les termes français à chaque fois à retrouver la Ah, c'est francisation, dur, enfin, les ouais. termes en français. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui se tapent ça, des périostites sur les avant-bras, etc. Ça c'est très courant dans ce sport. Et donc il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que savoir aussi gérer ce genre de choses, savoir se soigner, savoir prendre soin de son corps, enfin et aborder un entraînement de très haute intensité, tout ça, ça m'a énormément aidé. Ouais. Ouais, je suis pas surpris. Ça fait un peu écho à à tous ces coachs en ligne là, qui prennent la parole sur les sports de force maintenant et qui se permettent, tu vois, d'aller prendre des positions extrêmes sur Yaka, Faucon, voilà comment faudrait faire pour le squat, voilà comment faudrait faire pour le ci, pour le là. Souvent des clowns de l'entraînement fonctionnel formés en 48 heures en ligne, tu vois, qui ont des miches de serin et qui sont taillés comme des pétards à deux ronds, tu vois, et qui viennent Ouais, t'expliquer. ils sont dogmatiques. Ils Tu sont dis, dogmatiques. putain, va mettre déjà 30 kilos sur ton squat, là, arrête de. Putain. Déjà, ça, je pense que c'est si je devais donner un conseil qui vient avec l'expérience, c'est que déjà il n'y a pas de dogme, ça c'est sûr. Il y a des règles évidemment qui sont universelles, il y a des choses, mais après il n'y a pas de dogme. Il faut énormément adapter. Un bon coach, c'est le coach qui adapte énormément, qui adapte énormément à son élève. Ça c'est obligé. Les programmes tout faits, pour moi ça n'existe pas. Programme tout fait dans un sport de performance, ça n'existe pas. Le programme, il doit être fait sur mesure parce que c'est et il évolue avec l'athlète parce que c'est un bon coach, il sait où est-ce qu'il faut aller travailler, il sait ce qui est bon. Et même dans ta démarche personnelle, des choses aussi bêtes que la diète, etc. En fait, si vous êtes dogmatique, que vous regardez que les études et tout, il y a un moment où l'étude se confronte avec la practice. Putain, j'ai l'air d'un débile profond, ça De m'énerve. la praticité, ouais, ça Ouais, partait bien, voilà. ça partait bien. Voilà, ça partait bien. Ok. La praticité, avec tu vois, la faisabilité des choses, avec les fois où tu peux le refaire. Je vais te donner un exemple tout bête. Par exemple, on va te dire, je sais pas moi, tel glucide, voilà, tel glucide, c'est. Alors, là, je te dis n'importe quoi, c'est pour donner un exemple, ok. Toutes les études montrent que c'est du riz qu'il faut manger, voilà, tel pour les glucides, parce que c'est le meilleur indice glycémique, parce que c'est ceci, cela. Donc, ça, c'est la théorie, ok. Mais ensuite, il y a toi, comment tu le digères. Est-ce que tu arrives à en manger beaucoup? Est-ce que tu sais? Est-ce que ça vaut pas mieux le coup de prendre un glucide qui, oui, théoriquement, et selon toutes les études, est un peu moins bien, tu vois, 10%, 15% moins bien que l'autre. Mais par contre, celui-là, tu sais que tu peux finir ton assiette à chaque fois. Tu sais que tu vas digérer correctement, etc. Et ben ça, tu vois, c'est la différence entre l'étude et la faisabilité, tu vois. En vérité, à la fin, si ton assiette de riz, une fois sur trois, tu la finis pas, une fois par semaine, t'es tellement ballonné, etc., tu peux pas manger ton autre repas, etc., bah, t'es 10%, le fait que ce glucide-là, il soit 10% meilleur que l'autre glucide, etc., et ben c'est du perdu finalement, tu vois. Il aurait mieux fallu que tu te concentres sur un truc que tu sais que toi, tu peux manger, et donc, oui, bah, c'est pas le glucide optimal, etc., mais à la fin, la performance, elle est là. Et ça, c'est pareil sur tout. C'est pareil sur l'entraînement, c'est pareil sur plein de choses, tu vois. De Ouais. savoir ce que toi, tu peux faire répéter, parce que c'est tout ce sport, c'est ça. C'est pas de faire la même chose pendant 15 jours ou pendant 2 mois. C'est de faire la même chose pendant 10 ans. C'est ça le truc. C'est qu'est-ce que tu es capable de tenir une diète pendant des années, de tenir une prépa sur des mois, etc., sans te blesser. Est-ce que tu es capable de ça? Parce que la progression, elle va se faire petit à petit sur des années, tu vois. Tu vas pas devenir champion de développé couché ou de squat en 2 ans ou en un an. Donc, est-ce que tu Ouais. es capable de faire ça? Et ça t'oblige à t'éloigner un petit peu du théorie et du dogme. Et donc, tous ces mecs-là dont tu parles, ils arrivent avec des idées ultra préfaites selon toutes les études, blablabla. Mais ils n'ont jamais suivi un athlète sur autant d'années. Ils n'ont jamais été à ce niveau-là, à voir avec tel niveau les conséquences que ça a sur le mental, sur le corps, toutes ces choses. Donc, quand Hmm. je vois des mecs me expliquer qu'il faut faire telle position exactement de poignet sur le curl pour avoir 3% d'hypertrophie en plus sur le biceps, les gars, même si c'était vrai, je veux dire, là, on est à des niveaux où c'est de la branlette, tu vois, c'est au niveau, enfin, commencez pas à vous
Commencez pas à vous spécialiser, à être aussi pointure sur ces choses-là quand déjà vous n'avez pas un échauffement correct, une diète correcte, tu vois. Commencez par les trucs qui représentent 70-80% de Mm. vos résultats avant d'aller sur les détails des 1% restants, quoi. Commencez par confronter votre dogme au terrain, à Eh oui, votre propre terrain déjà pour savoir comment vous le ressentez, comment vous le vivez vous avant de le préconiser aux autres. Et puis une fois qu'on est aux autres, bah, préconisez-le à suffisamment de personnes pour voir si oui, c'est une règle complètement transversale qu'on peut appliquer à tout le monde ou si ça mérite un peu plus d'intelligence et d'observation. moi dans le développé couché, toute ma vie, je me suis confronté aux gens qui disent le grip en développé couché, ça doit être ça, ça doit être là, ça doit être là, ça doit être la prise, tu vois. Alors que la véritable réponse, c'est que ça dépend de beaucoup de facteurs anatomiques, tu vois. Et que la meilleure prise, c'est la prise anatomique. Et si tu regardes tous les champions de développé couché, tous les records du monde, ils ont tous des prises différentes qui Il n'y sont en a pas un adaptées à qui leur fait pareil. anatomie. Ouais. Il n'y en a pas un qui fait pareil, voilà, parce qu'il faut être adapté à la longueur de ses segments, à comment tu descends la barre, comment tu la contrôles, plein de choses. Et donc, quand tu forces, en fait, des mecs à dire non, c'est comme ci, comme ça, en fait, c'est pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas sélectionner. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui correspondaient déjà à ta méthode, tu vois. Et les autres qui vont dire ah bah ils ont pas réussi, bah ils sont pas faits pour développer quelque chose ici, peut-être, mais ils sont pas faits pour ta méthode, tu vois. C'est comme ça que C'est tu te ça le truc. retrouves avec des mecs qui ont tous la même taille d'avant-bras, qui ont tous la même surface de Exactement. pec. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ça. Ah, super intéressant comme témoignage. Je trouve ça assez vrai. Et attention, entendez-nous bien, hein, on n'est pas du tout en train de rejeter la science dans Ah l'entraînement, non, qu'il soit ah à haut non. niveau ou pas. C'est juste que on fait les choses dans l'ordre. D'abord l'expertise de terrain, ensuite la science, et ensuite on revérifie sur le terrain si tout ça a du sens, et après on intègre. Bien sûr, bien sûr. Non, non, et encore une fois, il y a des choses qui sont certainement vraies, mais qui sont difficilement applicables sans avoir des côtés des points négatifs qui vont dépasser les points positifs. Mm. C'est ça le truc. Et la science, c'est hyper intéressant. On a énormément évolué sur la récupération, sur ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse énormément. Moi, ça m'intéresse énormément de voir tous les protocoles aujourd'hui de récupération, toutes les choses qui sont testées. Là, très dernièrement, je discutais avec un ami à moi qui est médecin qui fait beaucoup d'études sur les traitements hyperbares, tu vois, sur les sportifs, etc. Je trouve ça génial. C'est super intéressant de voir qu'est-ce qui donne des résultats, qu'est-ce qui en donne pas. Et ça, d'ailleurs, ça permet aussi d'éloigner tout le charlatanisme parce que il y a énormément de mecs qui arrivent autour dans le sport et qui te disent un tel complément alimentaire, telle session de ça et machin, alors que tout ça, ça a été rejeté par la science depuis longtemps, tu vois. Les mecs te vendent du tribulus, des séances de sophrologie ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Donc c'est important la science, évidemment que c'est important. Mais ce Mm. qui est important, c'est juste de pas en faire une religion avec, comme tu dis, des règles ultra, tu vois, complètement transversales qui annihilent tout autre paramètre. Et puis mettre les choses dans l'ordre. Les entraîneurs inventent les méthodes, la science les explique, les athlètes les valident. Ouais. Et, et c'est un cercle permanent. Du coup, on pourrait se demander si on a pas mal parlé des chaînes fonctionnelles au niveau du corps. On a dit qu'effectivement, attention, c'est pas parce que on vient d'un univers où il faut être fort en triceps qu'on n'a pas de biceps, qu'il y a des transferts qui se font sur les méthodes d'entraînement, sur le rapport à la charge maximale, sur l'expertise d'entraînement, évidemment, des grands raccourcis. Ce dont on n'a pas parlé, c'est la force des membres inférieurs. Et peut-être aussi par extension derrière les transferts de force avec notamment les notions de gainage, d'antidéformation, etc. J'aimerais bien que tu m'en parles. J'ai jamais vécu des charges aussi intenses en curl biceps. Ça implique quoi sur tout le reste? Bah, en fait, là, ça va être sur les assistances plus que sur le mouvement de compétition. Parce que moi, j'ai une méthodologie d'entraînement dont je me servais déjà au développé couché, où finalement, je fais très peu du mouvement de compétition. Tu vois. Moi, je me suis entraîné au développé couché toute ma vie en faisant du développé couché une seule fois par semaine. Tout le reste de mon entraînement, c'était des exercices d'assistance, des dérivés, etc. Mais du développé couché, quand tu es Une débutant, seule il faut fois en par faire semaine. beaucoup. Ouais, j'en faisais une fois. Moi, j'en faisais une fois Génial. par semaine. Et si tu prends par exemple Julius Maddox, qui est à l'heure actuelle le record du monde, toute catégorie de développé couché, à 360 kilos, et il est très largement devant ses concurrents les plus proches, mais lui, il en fait une fois tous les 10 jours. Donc, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas éviter ce qui est traumatique. Donc, tu vas éviter les choses traumatiques. Le strict curl, typiquement, c'est extrêmement traumatique. Donc, faut en faire le moins possible finalement.
faut en faire assez pour ingurgiter la technique, et ensuite, tu laisses reposer, tu fais de l'assistance et tu reviens dessus petit à petit, tu vois. Donc, typiquement, en ce moment, moi, je suis en plein off-saison. Bah là, je ne fais carrément plus du tout de strict curl pour le moment. Je À fais part faire. avec les poneys et les Non, ballots de paille. je vais faire du cheat curl. Du cheat curl, du Je vais cheat faire curl ballot de paille. je vais faire du cheat curl, ça j'en fais à l'entraînement toutes les semaines, je vais faire du seated curl, du cheat curl, je vais faire des Mm. dérivés de ça, et pas du strict à proprement parler, dos contre un mur, etc. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Pas le mouvement de compétition. Euh, donc, euh, donc là, par contre, donc, quand tu vas faire du cheat, etc., effectivement, là, il y a une énorme part de gainage et de stabilisation, parce que quand tu es en strict, bah, finalement, le mur, tu as vu que tu es collé au mur, tes pieds, ils sont là pour te pousser, t'appuyer contre le mur. Voilà, ça y est, tu vois, tu as une part des jambes qui est qui est de la stabilisation. Comme tu dois démarrer jambes tendues, tu peux même pas envoyer vraiment une grosse impulsion au début, un gros leg drive comme tu pourrais le faire au développé couché. Donc tu vas vraiment être dans un truc de stabilisation, mais le mur va t'aider. Quand tu es en cheat curl, bah, là, pour le coup, il n'y a rien qui te... Alors oui, tu as un mouvement de balancier qui t'aide évidemment pour la charge, mais par contre, le tout, c'est de ne pas se faire emporter par la charge. Donc là, pour le coup, falloir avoir un gros gainage abdo-lombaire, etc. Et une force stabilisatrice, notamment généralement dans les ischios, etc. Dans les ischios fessiers. Le point toujours un petit peu compliqué sur ce genre de sport, c'est que, et là j'ai la même problématique en strict curl que j'avais en développé couché, c'est que les jambes sont utiles, mais pas prédominantes. Et le problème, c'est que les jambes, ce sont des muscles très lourds, donc ils vont prendre. Quand tu as une catégorie de poids, tu te retrouves dans un dilemme parce que tes jambes, il faudrait qu'elles soient le plus légères possible. Le problème, c'est que dès que tu les travailles, dès que tu vas bosser, elles te prennent énormément de poids sur la balance. Et ce poids-là, c'est du poids qui pourrait te servir carrément sur le haut du corps. Donc, il Mm. faut savoir doser. Donc, moi, quand j'étais en développé couché, je travaillais mes jambes en off-saison, très peu, avec des mouvements qui minimisaient au maximum l'hypertrophie, et je coupais complètement pendant les prépas. J'arrêtais complètement, ce qui me permettait que sur 4 mois de prépa, je perdais des jambes, donc je perdais peut-être 1 kilo ou quoi, que je pouvais récupérer ailleurs, tu vois, et rester dans ma catégorie de poids. Et bah, c'est ce que je fais à l'heure actuelle aussi en strict curl, tu vois. Et là, que j'essaie de monter de catégorie de poids parce que justement, je vais aller chercher des barres sur d'autres corps. Et bah là, pour le coup, c'est pareil. J'ai réduit énormément les jambes pour essayer de gagner que sur le haut, sur ce qui va me servir directement. Et encore une fois, pour ça, il faut avoir la, comment il faut être assez passionné pour vraiment t'en foutre de à quoi tu ressembles. Parce que le souci, c'est que ça te fait des physiques disproportionnés, tu vois. Et ça, c'est un facteur qui est très limitant pour beaucoup d'athlètes de force, que ce soit en développé couché ou ailleurs. C'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui veulent le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils veulent être forts, mais ils veulent aussi se plaire dans le miroir. Et hélas, arriver à un certain niveau, c'est un facteur limitant, tu vois. Si moi j'en avais quelque chose à foutre de à quoi je ressemble, et ça serait un facteur limitant pour le sport. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'aide à être meilleur des fois que les autres. C'est d'avoir la capacité de dire mais non mais voilà là mes triceps ils fondent, l'arrière des épaules ils fondent, mes jambes elles fondent, ça par au contraire c'est gros, ça c'est gros, et puis pendant ma phase de prise de masse je prends du bide, et puis voilà, tu vois, moi ce qui m'intéresse c'est à la fin est-ce que c'est performant ou pas, et voilà, tu vois. Donc Bah oui, bien sûr, bah, tu vas tu droit fais au pas une but. Hein. Formule 1 pour qu'elle soit belle, tu vois. Une Formule 1, c'est vraiment un Mm. véhicule qui est fait pour être performant. Point barre. On s'en branle à quoi ça ressemble. C'est vraiment un véhicule qui est fait pour être aérodynamique, etc. Mm. C'est pas, ça ressemble. Une Bugatti Veyron, c'est fait pour être performant, mais c'est aussi fait pour être joli. C'est aussi fait, tu vois. Il faut savoir ce que tu veux à un moment. D'où skip leg day. Et mais c'est terrible, mais oui, oui, si tu as du poids à gagner sur la balance, c'est là où il va falloir le gagner, tu vois. Mais il faut pas Bon, se cela quitter l'idée dit, non plus j'ai toute du ta mal vie. à t'imaginer avec des cuisses. On te voit pas en short sur tes vidéos, mais j'ai du mal à t'imaginer avec Bah, des cuisses de poulet quand même. les gens sont très surpris généralement parce que quand ils me voient, par exemple, si tu regardes les vidéos justement où je fais le strict curl, où je suis en cinglette, j'ai des jambes beaucoup plus grosses que ce que les gens imaginent. Ouais, j'ai quand Souvent même les du gens mal à s'imaginent. t'imaginer. Bah, ouais. Non, non, souvent les gens s'imaginent que j'ai des jambes fines, et puis quand ils me voient en vidéo, ils se rendent compte que j'ai des grosses jambes. Je pense que génétiquement, j'ai une facilité à prendre des jambes en plus. Donc ce qui est un peu dommage, ce qui fait que je suis obligé d'encore plus limiter le travail que je fais dessus, tu vois. Parce que dès que je reprends, dès que je fais un peu de presse à cuisse, un peu de leg extension, j'ai même pas besoin de faire beaucoup de choses. Directement, ça regrossit très vite, tu vois. Ouais, t'as pas le syndrome Booba. Non, 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 j'ai pas ce syndrome-là.
Mais voilà, parce qu'il faut pas exagérer non plus, justement, hein. Il faut savoir la bonne limite, c'est-à-dire gagner du poids, mais il faut que tes jambes, elles te supportent quand même. Tu vas avoir une grosse charge qui va être en haut, si ça tremble en bas, etc., si t'as pas la capacité de stabiliser, là, par contre, ça va vraiment te faire défaut. Et Donc, puis comme tu le rappelles, euh, bon, il y a la compète et puis il y a l'entraînement avant, hein. C'est-à-dire que tu as fait des séries de cheat curl, et- exactement, il faut que ça supporte pendant l'assistance, tu vois. Et typiquement, le cheat curl, c'est le mouvement où là, si jamais tu as des jambes fragiles, tu risques vraiment de te péter la gueule. Parce que tu vas être emporté par le poids, ouais. Ça, c'est ouais, évident. parce que bon, faut se rappeler de ce que c'est les poids dont on parle, hein. Donc ton Moi, record à toi, c'est 100 tourons, c'est quoi? en cheat Non, curl, non, moi, en strict. en strict 95,7, c'est ce que j'ai fait en compétition, 211 pounds. Et en cheat curl, là, récemment, j'ai fait 3 reps à 109 kilos. Donc, tu vois, quand tu envoies 109 kilos, en plus avec un mouvement de balancier des hanches, etc., bah, quand la charge, elle part, si t'es pas stable, tu vas vraiment te péter la gueule directement. Tu vas être emporté par les... Tu m'étonnes, C'est ton bien poids de sûr. corps, hein, c'est mon poids de corps, tu vois. Donc, c'est vraiment, tu as ton poids de corps au bout des bras, donc il faut réussir à le stabiliser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis avec, comme tu disais, avec en plus une technique dynamique. T'es pas en plus en. Eh oui, Ouais, eh oui, tu prends de l'élan, la barre t'arrive dans la gueule, quoi, concrètement. c'est ça. Alors Ouais. j'aimerais quand même revenir sur un point hyper intéressant que tu as soulevé, c'est maîtriser la contrainte mécanique. C'est quelque chose que j'essaye de promouvoir depuis longtemps. Alors récemment, tu m'as peut-être entendu prendre la parole sur le développé couché en disant que c'était une abomination mécanique. Tu vois. Donc c'est Ah ouais. évidemment une, une posture très provocatrice pour dire que, parce que inversement, ce que j'en pense pas moins, parce qu'inversement, il n'y a pas d'autre moyen de devenir très très fort en répulsion. Et ce que j'essaye de dire quand je prends la parole là-dessus, je faisais du développé couché encore ce matin, pour le coup, j'en fais peut-être même plus que toi. Ah bah C'est, moi, j'en fais plus du tout depuis bah, 2020. du Donc, coup, t'en fais plus, ouais. que moi. C'est de dire, en fait, contrôlez votre contrainte mécanique et soyez malin dans votre entraînement, parce que si vous voulez performer, il va falloir durer. Et je trouve ça hyper intéressant ton témoignage parce que effectivement, à un moment donné, il faut trouver les méthodes d'entraînement qui vont nous protéger. Et tous les spécialistes de presse le disent, que ce soit effectivement en développé couché, je ne savais pas que ça existait aussi en curl biceps, que ce soit sur les kettlebells. À chaque fois, on essaye de contenir cette contrainte mécanique. Je l'ai vécu dans d'autres secteurs. En volleyball, par exemple, il y a plein de préparateurs physiques et d'entraîneurs qui disent faites de la plio, faites de la plio, faites de la plio, c'est Eh oui. spécifique. Mais non, ils sautent déjà 200 fois par match Eh oui. sur un revêtement hyper rigide, hyper traumatique. Faites pas de plio. Eh Alors, là, le bien volet est là sûr. pour ça déjà. Ah non, non, bien sûr. Bah voilà, c'est ça. En fait, tu vois, c'est le. Bah là, typiquement, on est sur qu'est-ce qui est faisable, tu vois. Qu'est-ce qui est théorique et qu'est-ce qui est faisable, quoi. C'est que la plio, il n'y a pas de manière non traumatique de la faire. Il y a peut-être qu'il y a des machines aujourd'hui, tout, je sais pas, mais typiquement, la plio, tu vas avoir des impacts. Alors, si c'est pour avec les jambes dans les genoux, la plio, comme on l'a fait au développé couché, c'est en pompe, tu vois, et tu vas avoir des impacts dans les poignets, des impacts dans les coudes. C'est obligatoire, donc il y a forcément du traumatisme. Donc, il faut le contenir, tu as raison. L'entraînement, déjà, bon, la première chose que je vais dire, c'est ça, il faut savoir pourquoi vous vous entraînez. Et donc, typiquement le développé couché, moi, c'est pas un mouvement que je recommanderais si dans un programme d'hypertrophie. Tu vois, je pense qu'il y a des alternatives plus intéressantes avec moins de contraintes mécaniques, tu vois, même simplement du développé couché aux haltères, hein, tout simplement, hein. Mais je vais beaucoup plus recommander ce genre de choses. Donc, si vous entraînez pas, si vous entraînez pour votre physique, entraînez-vous pour votre physique. Si vous entraînez pour être fonctionnel, entraînez-vous pour être fonctionnel. Si vous entraînez pour être fort au développé couché, entraînez-vous pour être fort au développé couché. Mais si vous entraînez pour votre physique et puis que vous voulez faire des max aussi au développé couché, là on commence à être dans la mauvaise idée. Tu vois, on commence à être dans les choses où là vous allez commencer à avoir des objectifs qui se contredisent et donc à avoir des contraintes qui vont être mauvaises. Ensuite, l'autre chose, c'est j'ai toujours dit aux gens, ne vous préparez pas tout seul, prenez un coach. Déjà pour avoir un regard extérieur et puis quelqu'un qui sache préparer parce qu'en fait la préparation c'est très très complexe, c'est très technique, c'est pas juste parce qu'on est balèze qu'on on sait se préparer. Savoir choisir des chiffres, savoir choisir des temps de récupération, etc., c'est important. Donc ayez quelqu'un qui puisse vous dire là tu mets pas assez Jusqu'où lourd. aller, où est-ce que ça Exactement. commence, où est-ce que ça finit l'aventure. Ouais. Exactement, savoir faire des phases de Mm, mm. déload. Moi, toutes les 5 semaines, je sais que moi, c'est ce qui me convient.
toutes les 5 semaines, j'ai une semaine d'entraînement à rythme de récupération active, entre guillemets, c'est-à-dire où je vais jamais dépasser un 60% tu vois, de max sur mes charges. Et c'est toutes les 5 semaines. Je connais des mecs qui ont la moitié de mon niveau et qui s'entraînent en lourd toute l'année. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. La surcharge progressive, pour ça marche, de temps en temps, il faut redescendre aussi. C'est obligé. Ça peut pas être juste une grande ligne qui monte comme ça. On serait tous très 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 forts. Donc tout ça, c'est important. Voilà, savoir comment gérer quand vous commencez à avoir voilà, des symptômes, des douleurs, qu'est-ce qui est de l'ordre de la pathologie, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'irritation, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inflammation, et donc qu'est-ce que faire, tout ça c'est important et c'est ça qui va faire la durabilité et donc la performance. Parce que c'est deux choses corrélées, c'est des sports à maturité tardive. Donc il faut être, euh, être constant pour pouvoir être performant. Et donc, il faut durer pour pouvoir être performant. Donc, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire un one-shot. Vous ne pouvez pas faire 3 ans de power, record du monde, et puis et j'arrête. C'est impossible. C'est Donc, pas du sprint. voilà, ça n'existe pas. Donc, pour être record du monde, il faut s'en faire 15 ans. Et donc, pour durer 15 ans, eh ben, il ne faut pas tout se péter. Donc, tout ça, c'est corrélé. Ouais, j'aime bien ce rappel que tu fais. C'est un sport à maturation tardive. Et l'expertise dont on parlait tout à l'heure, là, elle réside un peu ici aussi. C'est-à-dire que ces derniers degrés de force que tu vas aller chercher, ces derniers niveaux de force, ces derniers kilos que tu vas aller rajouter, ils vont coûter tellement cher que tu vas passer par des chemins tellement durs, tellement techniques, tellement précis, que tu vas aller hyper loin dans l'expertise. Et c'est complètement incompatible avec cette culture de la muscule où on pourrait être pseudo-expert, se passer de coach en 2 ans, même parfois moins, en 6 mois. Les mecs, ils donnent des conseils. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont venus te donner des conseils dans le gym, Ah ouais, qui sont là depuis Ah, 2 ans. Enfin, moi, dans ma salle, non, parce que j'ai la chance, je m'entraîne au Métroflex, donc ça, j'ai la ouais, chance que ça là-bas, va. on n'est pas emmerdé. Mais sur TikTok, tous les jours. Tous Tous les les jours jours, sur bien TikTok. sûr. Évidemment, évidemment, des champions de Basic Fit. Et, ça va hyper loin. Tu sais, j'ai une maxime que tu as forcément entendue, tu sais, où je dis un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Et les mecs, ils me détestent parce que je dis ça et parce que je pense comme ça. Et j'imagine bien que ça les arrange pas, tu vois. Et on est parmi les seuls sports, je vais mettre tous les sports de poids et haltères dans le même sac, où tu as des gens qui pourraient s'auto-proclamer coach en étant ceinture bleue ou ceinture blanche, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Au bout de 2 ans de pratique, et tu dis, mais ouais, t'es coach initiateur en fait, t'es au début de En fait, l'aventure, tu vois. moi, je pense qu'il y a des critères pour juger un coach. Ça peut être effectivement le parcours qu'il a fait lui-même. C'est un bon début, même si pour moi, c'est pas suffisant. Un C'est bon pas athlète, suffisant, c'est pas c'est forcément pas un bon coach. suffisant. Moi, j'ai été un bon athlète jusqu'en 2017. J'ai été, voilà, j'étais champion d'Europe, record de France, etc. Mais j'étais pas un coach. Et je suis parti me faire former donc par Josh Bryan, qui était mon coach. Mais là, par contre, je suis allé au Texas pour qu'il me forme à coacher. C'est-à-dire qu'il m'a appris la préparation au développé couché, etc. Je suis resté plusieurs mois avec lui, où là, il m'a appris à coacher, parce que c'est autre chose, tu vois. C'est un autre Donc, métier, bah oui, c'est c'est un autre métier. une autre activité liée à ce que tu pratiques. Ouais. Et alors, quand on me dit, oui, mais tu vois, il faut pas forcément performer pour être coach, d'accord, mais par contre, je veux voir des résultats. Si c'est pas sur vous, sur vos élèves. Le problème, c'est des mecs qui sont coachs, ils ont rien à montrer, ils n'ont pas de vitrine, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, il n'y a rien à avoir, et ils n'ont pas non plus de mecs qu'ils ont amené à un niveau satisfaisant ou qu'ils ont transformé ou quoi. Donc là, il y a un Et souvent, souci. et souvent, ils ont même pas, on parlait de la science tout à l'heure, ils ont même pas publié non plus. Non, ouais, voilà. Commence à faire beaucoup. Exactement. Donc là, il y Ouais. a un souci. Si vous voulez juger d'un coach, ben, regardez les gens avec qui il a travaillé, regardez ses élèves, combien de mecs il a eu qui ont performé sans se blesser. Alors que si c'est un coach pour de la performance, si c'est pour du physique, pareil, combien de transformations il a fait, physique il a fait sur des mecs qui ont duré. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être des pharmaciens qui prescrivent 12 cures de stéroïdes en même temps, et le mec, tu vois, le mec il a évolué, ah bah là en 6 mois il est devenu énorme, puis après il n'y a plus personne. Donc c'est ça, quel athlète à quel niveau il les a montés, est-ce qu'il les a gardés sur la durée, etc. C'est comme ça qu'on voit la valeur d'un coach, tu vois. Bien sûr. Alors justement, ce sera peut-être un peu ma dernière question. Merci pour répondre à tout ça sans langue de bois. C'est vraiment très agréable de parler à bâton rompu comme ça. Justement, tu es allé explorer ces limites de la force, ces limites de l'entraînement mécanique.
Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es blessé? Est-ce qu'à un moment donné, tu as frôlé la grosse blessure? Est-ce que tu as fait des sorties de piste comme ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 2 blessures, mais qui sont les blessures de quasiment tous les benchers. C'est la déchirure du pec. Parce qu'en fait, elle est. Tu te l'es Il y prise, a... tu te l'es prise. Ah oui, je l'ai eu 2 fois, et une fois de chaque côté. Voilà. Ok, Donc, ça a été dans ma carrière. C'est des blessures qui sont pas extrêmement graves. Ça peut paraître super chaud, mais en fait, comme tu l'as sens dès le début, la déchirure, généralement, tu stoppes le mouvement, donc il n'y a pas d'arrachage, il n'y a pas de choses très très graves. Ça va être des micro-déchirures ou des petites déchirures. Il faut savoir, ouais, par t'as contre, pas le tu gros peux. trou comme Stallone. Non, non. Mais par contre, tu peux ne jamais. Si tu fais pas les choses bien, tu peux. Si tu fais les choses bien, ça t'arrête. Ça te nique ta saison. Et puis c'est tout. La saison d'après, t'es de retour. Si tu fais pas bien les choses, ça peut te niquer une carrière. Parce qu'en fait, le tout, de savoir comment gérer ça. Et ça, ce qui est dur en France, c'est qu'on est très peu aidé. Parce que quand tu vas voir ton médecin, il en sait rien. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut aller voir des gens qui sont spécialistes du sport. Parce que ton médecin, il va t'expliquer comment récupérer pour monsieur tout le monde. Comment monsieur tout le monde récupère d'une déchirure du pec. Mais il va pas te dire comment récupérer et que ce soit assez solide pour mettre 250 kilos dessus. Ça, il en sait foutrement rien, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, savoir faire un protocole de récupération, éviter la fibrose, donc c'est des massages des tissus profonds, c'est voilà, des choses comme ça. Déjà, de tout, c'est déjà de savoir exactement comment vous êtes blessé. Donc d'aller faire une IRM, pas juste une, comment on dit, une échographie. D'aller faire une IRM pour voir exactement où la taille, sur combien c'est déchiré, où ça. Et ensuite, bah là, il faut travailler un protocole de récupération avec des gens qui sont spécialistes des sportifs, donc ils savent faire des massages des tissus profonds. Aujourd'hui, il y a certains types d'ondes de choc qui marchent aussi. Il y a plein de choses pour faire bouger la fibre. En fait, la fibrose, enfin toi tu sais, mais je le dis pour les gens qui regardent, hein, finalement, la fibrose, c'est quoi? C'est une cicatrice, tout simplement. Vous voyez, quand vous vous coupez, Mm. ça fait une cicatrice. Bah voilà. Et bah, la fibrose, c'est une cicatrice sur le muscle. C'est-à-dire, c'est un point dur. S'il y a un point dur, s'il y a un point qui n'est plus souple, bah, vous allez vous redéchirer au même endroit. C'est-à-dire que ça tiendra pas le jour où vous allez remettre de la charge et tout. Donc, il faut que le muscle il se remette très bien. Donc, il faut faire de la récupération active, il faut faire plein de choses. Donc ça, c'est des blessures normales. Je te dis presque, tu regardes tous les records du monde, tous les champions du monde, ils ont déjà déchiré un pec. Moi, ça m'est arrivé, une fois de chaque côté. Bon, voilà. Une fois, ça m'est arrivé en prépa de compétition à 2 semaines d'une compète, et une fois, ça m'est Ah arrivé en merde. compète. Et une fois, ça m'est arrivé en compète. Parce que ça arrive pourquoi? Parce que ça arrive parce que tu as une charge très lourde et ça arrive en bas du mouvement parce que tu es au moment où ton pec est le plus étendu. Voilà. C'est, entre guillemets, c'est un peu pas de chance, mais il n'y a pas tellement de. Tu as un couloir mécanique au développé couché qui est extrêmement précis. Il faut que ta barre elle soit exactement au bon endroit. Si tu bouges d'1 centimètre vers le haut, d'1 centimètre vers le bas, tu n'es plus dans ton couloir mécanique et tu vas avoir des contraintes qui, à ce niveau-là, à ces charges-là, bah voilà, peuvent amener à ce genre de choses. Mais par contre, là où je suis assez fier, c'est que j'ai fait 12 ans de compétition de développé couché, ça fait 3 ans que je fais du steering curl, je n'ai jamais eu une seule tendinite, jamais eu un seul problème articulaire, jamais. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai été extrêmement bien encadré dès le début et que j'ai toujours su comment gérer, comment écouter mon corps, comment gérer des inflammations, comment gérer, tu vois, des débuts de choses qui auraient pu se transformer. Et j'ai beaucoup écouté mon corps. J'ai fait très attention, j'ai toujours eu des programmes très bien faits, je me suis jamais coaché moi-même, donc j'ai toujours eu des programmes, voilà, avec très très, comment on dit, progressifs, avec des temps de récup, avec des choses. Donc finalement, tu vois, j'ai jamais fait ce que tu me dis là, une énorme sortie de piste ou un truc où le surentraînement, ça m'est jamais arrivé, tout ça, ça m'est jamais arrivé. Mais tu vois, moi par exemple, tous les matins, tu sais, moi je suis guide, donc je récupère mes clients. Je pars le matin, je vais récupérer mes clients et je les garde pour la journée ou alors pour la nuit, ça dépend, parce que je suis guide de chasse et de pêche. Et ben, tous les matins, je vais pour aller chercher mes clients, je m'arrête dans un centre qui est près de là où je récupère mes clients et je prends un bain glacé, tu vois, tous les matins. Et ben, tu sais, ça m'aide énormément à contenir justement ce que je te disais, les petites inflammations quotidiennes que tu as à cause de l'entraînement, tout ça. C'est pas grand chose, tu vois. C'est pas grand chose. Mais le froid, bon, ça va, on a assez de recherches dessus aujourd'hui. Ça fait 1000 ans, je pense, que on a plus de 1000 ans de retour dessus. On sait que c'est une bonne chose, que c'est pour les inflammations, etc., que c'est un anti-inflammatoire. Et ben, c'est des petites choses comme ça, mais avoir des bonnes habitudes, tu vois, d'étirement. Moi, quand je faisais du développé couché, 3 fois par semaine, donc les lendemains de séances importantes, 1 heure, 1 heure tous les matins d'étirement des épaules, des coudes, des poignets, tu vois. Ce genre d'habitude, tu vois, savoir gérer une diète, savoir gérer tes étirements, savoir gérer ta récup, tout ça, bah normalement, t'es pas censé faire d'énormes sorties de piste, entre guillemets. Ah, c'est intéressant, tu vois. Étirements qui ont été bannis
de plein de protocoles d'entraînement avec des mauvais réflexes. Alors un petit peu moins quand même dans sport de force qu'en sport de vitesse. Ouais. Mais t'entends encore beaucoup d'âneries sur les étirements. Enfin, une des erreurs fondamentales dans la méthodologie occidentale, c'est d'avoir scindé l'amplitude et la contraction. Tu vois, c'est d'avoir séparé la force et la souplesse. Ouais. Alors que, bah, comme tu dis, en fait, le moment où tu te blesses, c'est un moment où ton muscle, ta chaîne musculaire est allongée et doit générer de la force dans un endroit où elle est moins forte. Et justement, bah, les protocoles d'étirement, ça fait partie de la prévention. Moi, j'ai jamais fait d'étirements à chaud. Voilà, j'ai jamais fait les étirements, tu vois. Enfin, je recommande pas de faire des étirements à la fin de votre séance ou quoi. Mais le lendemain, matin, voilà, avant de prendre sa douche, etc. Donc là, t'es à muscle complètement reposé. Et puis, il faut pas faire n'importe quoi dans les étirements non plus. C'est comme tout, c'est progressif, tu vois. Faire des choses qui soient adaptées à ce que tu fais, tu vois. Et moi, c'est marrant parce que moi, par exemple, j'ai absolument, comme j'ai toujours été très spécialisé, j'ai énormément de souplesse d'épaule et j'ai aucune souplesse de cheville ou de hanche, par exemple. Parce que j'ai jamais étiré mes chevilles et mes hanches comme les gens qui font du squat ou quoi, où là, il faut faire ce genre de choses. Tu vois, je suis très très souple d'en haut et vraiment complètement rigide d'en bas. Voilà, encore une fois, c'est du spécialisé, quoi. Bon, on fait quand même attention à pas marcher dans un nid de poule. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, Non, écoute, je mais te remercie vraiment pour cet et échange qui la est dernière chose que je passionnant. voulais dire, c'est aussi d'avoir un conseil très important, c'est d'avoir des bons praticiens autour de soi. Ça, c'est très important. Là, je Tu parle parles vraiment de quelqu'un. de staff préventif, kiné, Voilà, je parle kiné, ostéo, kiné, ostéo, médecin. exactement. Kiné, ostéo, médecin. Voilà, exactement. C'est exactement de ça que je parle. Et quand je dis des bons, c'est des gens qui comprennent ce que vous faites, qui savent, tu vois, comment traiter ce genre de choses. C'est pas tous les ostéos ou tous les kinés qui savent travailler avec un powerlifter de 110 kilos. Vraiment pas. Donc il faut quelqu'un qui ait déjà la force physique pour vous manipuler parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Alors ça, je l'ai expérimenté plein de fois. Les filles de 50 kilos qui disent non, non, mais moi j'ai des patients obèses. Ben, obèses peut-être parce qu'ils sont complètement mous. Mais quand vous avez une énorme tension dans le dos et que les vertèbres elles font une par une clac, clac, et qu'il n'y a pas moyen, là je peux vous assurer qu'il vous faut quelqu'un qui a la force de vous manipuler, qui savent ce qu'ils font. Les La force et médecins, le c'est poids. pareil. La force et le poids. Qui puisse Ouais, s'appuyer ouais, sur son propre poids à lui exactement. pour pouvoir aller chercher Et des des médecins qui avancées. comprennent ce que vous faites. Moi, j'ai la chance, quand j'étais en France, le médecin qui me suivait, c'était un chirurgien spécialiste des membres supérieurs. Donc, il comprenait exactement ce que je voulais. Quand j'ai eu ma première déchirure, il m'a dit hop, 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 tu vas pas faire une IRM classique, tu vas aller dans une IRM qui est spécialisée pour qu'on voit exactement quelle couche est blessée, etc. et qu'on définisse un protocole. Puis ensuite, il a fait une réunion avec mon kiné pour définir ensemble un protocole de récup. Mais moi, si j'avais pas eu ça, peut-être que je serais jamais revenu au bench, tu vois. Si j'avais été voir mon médecin de famille de campagne et qu'il m'avait dit oh allez 2 mois de repos et puis c'est bon, bah, je serais peut-être jamais revenu. Donc Non, il ça faut c'est faire dur en l'effort du France. deuxième avis, il faut faire l'effort d'aller voir des spécialistes, il faut Allez faire chercher ces des efforts. voilà. Soyez sûr des gens qui vous entourent et demandez leur avis. Une fois que vous êtes Mm, sûr d'eux, mm. demandez leur avis et là voilà. Ça c'est Surtout très important. qu'aujourd'hui, même si vous êtes un peu isolé, bah voilà, vous êtes en train d'écouter cette antenne. Ça veut bien dire que vous avez accès aussi à des gens, voilà, nous, vous nous posez les questions, on vous donne des adresses en fonction d'où vous êtes. Il y a du réseau facile Ah oui, aujourd'hui, ah oui, même accessible. s'il faut faire de la route, hein. Même s'il faut faire de la route, hein. Moi pour Ah, l'IRM dont je te parle, j'ai fait 2 heures de route, hein. Mais c'est important. C'est important. C'est aussi important d'avoir un bon kiné, un bon ostéo, un truc que d'avoir un bon coach. Ça va avec. Je parle vraiment pour des gens qui veulent performer, hein. C'est très important. franchement, c'était super passionnant. Si on veut plus de Baptiste Marchais, on va où? Instagram et TikTok, c'est là où je suis le plus actif. Instagram, voilà, Baptiste-du-bas marché 4. TikTok, j'ai 2 TikTok. Un TikTok où je parle de mon métier de guide au Texas. Et un TikTok que j'ai fondé il n'y a pas longtemps, spécial pour le curl. Donc les gens, ils peuvent. De toute façon, je te les donnerai si tu veux les mettre en description. Les gens, ils On les peuvent venir. mettra évidemment en description. Voilà. Donc c'est là que ça se passe. Bon, très actif, hein, il poste régulièrement plein de contenu. Sur Voilà. l'Instagram, Et vous puis aurez après, j'ai aussi un peu de chasse et pêche et c'est sympa aussi. voilà. Après, j'ai mon Patreon. Mon Patreon, c'est là où je fais mes grosses vidéos. Avant, je faisais du YouTube. Maintenant, je fais sur Patreon. Donc, c'est là où je fais des grosses vidéos, des vidéos d'entraînement, des vidéos de chasse, des vidéos de pêche, mais des longues vidéos, des grosses productions. Elles sont toutes sur mon Patreon. Donc, voilà. Si les gens ils veulent plus de Baptiste Marchais, ils ont de quoi. Ils ont de Ils ont quoi tout. aller chercher. Ouais. Super. Merci pour tout ce partage. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. J'espère Ben, qu'on aura merci à toi l'occasion hein, pour l'invitation. de reprendre la parole sur d'autres sujets ensemble. Maintenant, on Avec sait plaisir. comment brancher ton micro et mon Ouais, Internet. On devrait y exactement. arriver.
Ouais, ouais. Merci à toi pour l'invitation, vraiment ça fait plaisir. Et puis merci pour ce que tu fais, d'avoir une approche ouverte comme ça du sport et comme je l'ai dit, de pas être complètement fermé, dogmatique. Et ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien sur les réseaux d'avoir ce genre d'approche intelligente. Parce que mine de rien, Eh, on est un peu en carence d'approche intelligente dans le milieu sportif. eh ben, je te remercie et ça donne envie de poursuivre et de continuer en tout cas. On garde le cap. Allez, à Salut bientôt. Baptiste, à bientôt tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, bah, vous savez quoi faire. Il faut nous aider, il faut nous donner de la force, il faut commenter, partager, enregistrer, recommander à quelqu'un que ça pourrait aider. Là, il y a quand même de quoi poser des questions. On viendra, on répondra au maximum. Donc, vous savez comment on est, on interagit. Donc, posez-les. Allez-y, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.